tout à l'heure, tu nous disais que tu as travaillé ton odorat. Oui. Et ça me donne l'idée de cette question-là. Parce que, du coup, est-ce qu'un sens, c'est quelque chose qui est complètement inné ou du coup, ça se développe? Puisque tu nous parles de travailler un sens. C'est une très bonne question. Les 5 sens, nous les avons tous, sauf cas exceptionnel. Nous avons tous un odorat. Nous avons tous un très bon palais. Peut-être que certaines personnes ont plus de prédispositions, mais ça doit être assez rare. Et quand on parle de quelqu'un qui est un nez, par exemple, je dirais que c'est faux. C'est pas quelqu'un qui a plus de sensibilité aux odeurs ou au goût. Un sens, ça se travaille. C'est comme un instrument de musique. Il faut pratiquer tous les jours. Et je dirais que la difficulté des sens, et souvent, moi, j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais moi, j'y connais rien à la dégustation. Je sens pas les choses. J'ai du mal à détecter les saveurs. » En fait, si, on les détecte très bien inconsciemment. Et quand on essaie de le faire consciemment et de mettre des mots dessus, parce que c'est ça, on communique entre nous verbalement, et donc il faut décrire ces sensations. Ces odeurs, ces saveurs, et c'est là que ça devient compliqué. C'est de verbaliser, de trouver le bon vocabulaire, et c'est ce qui se travaille en fait. Et c'est aussi la mémoire. Donc, savoir utiliser le bon vocabulaire et savoir faire fonctionner sa mémoire, puisque quand on déguste que ce soit du vin, des huiles d'olive, des plats, des mets, on va garder en mémoire tous ces souvenirs et mettre des mots. Donc, il faut le faire en conscience. Essayer de mettre des mots sur nos sensations, et après essayer d'en parler. Et c'est le plus difficile. Donc c'est un travail. Et donc l'odorat, c'est vraiment le sens le plus difficile à travailler. C'est le sens qu'on a pendant longtemps mis un peu de côté parce qu'il avait cette connotation un peu animale, un peu instinctive, qui était un peu opposée à tout ce qui était intellectuel. Et donc c'est quelque chose qu'on travaille très peu. Moi, en tout cas, dans mon expérience scolaire, j'ai très peu travaillé l'odorat. C'est quelque chose qui peut nous être inculqué par notre entourage familial ou nos amis, ou en tout cas par notre environnement proche. Mais si ça ne l'est pas, il faut le faire par soi-même, et ça peut arriver tard, et c'est là que ça devient plus difficile. Plus on s'y met tard, et plus c'est difficile, puisqu'il faut le travailler dès l'enfance. Donc c'est important, je pense, quand on est avec des jeunes enfants, de les amener à verbaliser, à exprimer, à goûter plein de choses différentes, plein de saveurs différentes, leur faire exprimer les odeurs, ces choses-là. Puisqu'après, les années passent et on a notre vécu par rapport aux odeurs, par rapport à tout ça, à ces sensations, mais on ne sait pas les exprimer. Ok. Donc, voilà. Et dans tes voyages donc, que tu as fait tout au long de ta vie, est-ce que tu penses qu'il y a des événements, des choses qui ont pu changer tes perceptions sensitives? Est-ce que tes sens, en fait, est-ce que quelque chose a pu modifier tes sens? Oui, notamment, je reviens sur ces années d'expatriation au Japon, où j'étais très jeune, et où j'ai découvert une autre gastronomie, et mes parents étaient assez ouverts là-dessus, où on a mangé, on n'allait pas se mettre à acheter des produits occidentaux pour pouvoir refaire la cuisine qu'on avait en France. Donc on a vraiment mangé japonais, on s'est adapté, je dirais, à la gastronomie locale, et du coup, en Asie du Sud-Est, notamment au Japon, c'est très différent d'en France. Beaucoup de saveurs sont omniprésentes dans la cuisine, comme l'amertume, plus de piment aussi, plus d'acidité, moins de sucre, et ça c'était très intéressant. Ça m'a fait vraiment m'habituer, notamment à l'amertume, qui est une saveur qu'on a tendance à rejeter, en tout cas à essayer d'effacer dans la culture gastronomique occidentale. Cette amertume qui a une connotation négative souvent, quand on parle on parle souvent d'un sentiment amer, d'une personne amère, voilà, c'est trop amer, voilà, l'amertume, rarement on va dire « Ah, quelle belle amertume !» Voilà. Mais alors que là je parle de ce que je connais, dans la culture d'Asie du Sud-Est, l'amertume est une saveur qui est vraiment, pas omniprésente, mais qui est très recherchée, et qui est cuisinée à la perfection, et que les enfants vont apprendre à aimer dès le plus jeune âge. Puisqu'on parle aussi de la semaine du goût, et que le sens du goût est associé aux saveurs, et les saveurs, c'est ce qui se passe sur la langue. Et on a, sur les papilles gustatives vont nous permettre de capter des saveurs, et ces saveurs, on va les dénombrer. Vous avez le sucré, l'acide, l'amer, le umami, et la 5e, le salé. Et ces saveurs, en fait, c'est
dès les premiers mois dans le ventre de notre mère, on y est confronté, comme les odeurs d'ailleurs. Et on va naître, je dirais, avec des a priori sur ces saveurs. Le sucré, par exemple, dans le ventre de notre mère, est associé à quelque chose d'heureux. Le liquide amniotique est souvent assez sucré. D'autres saveurs peuvent arriver dans le liquide amniotique, dont le bébé va souvent se nourrir. Tout dépendra en fait de ce que mange la mère, en fait. Mais c'est souvent assez sucré. Et l'enfant associe le sucré à quelque chose de réconfortant. Alors que l'amertume, dans la nature, les poisons sont généralement amers. Et donc, instinctivement, dans le ventre de notre mère, ou une fois à l'âge adulte, on associe l'amertume aux poisons qui sont dans la nature. Les plantes amères, souvent, sont des poisons. Voilà. Je dirais que les premiers hommes, quand ils allaient cueillir des plantes, si c'était amer, ils recrachaient, parce que c'était certainement du poison. Ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas toujours vrai. Il y a beaucoup d'éléments amers dans la nature, mais qui ne sont pas des poisons. Et donc il faut apprendre à déconstruire cette idée préconçue dès la naissance que ce qui est amer est dangereux. Contrairement au sucré, où on va instinctivement se dire c'est bon, alors qu'on sait que le sucre c'est un piège. Plus on en mange, plus on en a besoin, et ça peut amener à des graves problèmes de santé. Alors que l'amertume, ce sera plutôt l'inverse. Il va falloir, avec le temps, déconstruire en grandissant. Et l'exemple le plus fréquent que je vais avoir dans notre culture gastronomique occidentale, ce serait la consommation du café ou du thé. Quand on est très jeune et qu'on commence à boire du café, souvent on met du sucre. C'est pour compenser l'amertume du café. Donc les saveurs vont interagir entre elles. On peut dire pareil avec le jus de citron. Le jus de citron, parfois, est trop acide. On va mettre un petit peu de sucre pour compenser cette acidité. Le thé, c'est pareil. Et d'ailleurs, les Occidentaux, quand ils ont commencé à importer ces produits exotiques, le café, le chocolat ou le thé, la première chose qu'ils ont fait, c'est de rajouter du sucre ou d'autres éléments gras comme le lait pour compenser une amertume qui n'était pas du tout à leur goût, alors que en Éthiopie, où on consommait le café depuis toujours, on n'a jamais rajouté de sucre ni rien, on aimait cette amertume. Pareil pour le café, pareil pour le thé. L'amertume a toujours été plutôt bien vue, mais notre palais n'étant pas habitué, en tant qu'occidentaux, on a un petit peu triché en rajoutant du sucre. C'est marrant, ça voudrait dire que les sens, ils changent en fonction du pays ou de l'époque. Exactement. Et que ça évolue un sens, en fait. Ça évolue et c'est vraiment lié à notre culture, à notre patrimoine gastronomique, entre guillemets, aux habitudes culinaires, en fait, de chacun. Et du coup, d'un continent à un autre, les habitudes sont très différentes. Et des saveurs qui peuvent être vues négativement ici pourront être vraiment très recherchées dans d'autres régions du monde. Et donc, chaque individu va vraiment avoir un vécu différent par rapport aux saveurs. Pareil pour les odeurs. Les odeurs, on est tous... C'est un peu comme les couleurs, mais en plus complexe. On ne sera jamais d'accord pour dire qu'une odeur est bonne ou mauvaise. On peut trouver, si on n'aime pas l'odeur, je ne sais pas moi, de la betterave par exemple, ou cette odeur de terre, l'associer à quelque chose de sale ou de... c'est forcément lié à un épisode de notre enfance. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'essayer, quand on n'aime pas un plat, d'essayer de comprendre pourquoi on l'aime pas. Et du coup, de revenir en arrière. Il y a forcément quelque chose, à un moment donné, qui a fait qu'on a associé ce plat. Soit c'est parce que on nous le faisait manger dans un contexte familial compliqué, et du coup, c'est associé à des événements tristes, et du coup, on va pas aimer ce plat. Donc, c'est intéressant pour les enfants de leur faire goûter des nouvelles choses dans un contexte assez neutre, pour pas qu'ils associent ce plat à une récompense, par exemple, ou à l'inverse, à un moment difficile. Et donc, c'est vraiment très subjectif, le fait d'apprécier une odeur ou de ne pas l'aimer. Voilà. Bah, c'est vrai que, du coup, c'est peut-être ça aussi qui est super intéressant, c'est que, du coup, les cinq sens, c'est un peu quelque chose de complètement universel, que tout le monde partage, et qui, en même temps, est extrêmement personnel et très individuel, quoi. Tout à fait, oui. Tu nous as passionnés avec plaisir. Pendant un certain temps, Benoît. C'était vraiment une chouette émission. Et j'espère que ça vous a plu aussi, chers auditeurs. On se retrouve dans un certain temps pour une prochaine émission. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir.